Bonsoir, chers amis. D'abord, mes excuses par vous auprès de ceux qui sont restés dehors, si vous les connaissez, et surtout s'ils sont membres du forum. Il y a 400 membres, ils ne sont pas chaque fois là. Là, il y en a eu plus que d'habitude, et comme il n'y a que 182 places, plus quelques jeunes qui se sont installés sur les marches, voilà, il y a des tas de gens qui sont restés dehors. Vous m'excuserez auprès d'eux. Et je vous prie de m'excuser pour les ennuis que vous avez pu avoir. Bien. Alors, nous accueillons Edgar Morin, ce qui évidemment est un immense honneur pour le Forum Nîmois Charles Gide. Cher Edgar Morin, présenter une brillante personnalité, c'est risquer toujours de réduire sa carrière et c'est pas facile. Mais faire l'éloge d'un monument, en suis-je capable. Car, cher maître, si vous permettez que je vous appelle comme ça, même si je sais que ça ne vous plaît pas trop, vous êtes devenu au fil du temps un véritable monument international de la pensée. Vous participez à analyser la société dans tous ses aspects depuis, on peut dire, l'âge de 15 ans, quand en 1936, vous aviez intégré Solidarité nationale antifasciste pour y préparer des colis à destination des Espagnols. 82 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, encore, vous continuez à parler, pour reprendre vos propres termes, de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. Là, je vous ai cité. Notre région a la chance que vous l'ayez choisie comme résidence et bénéficie de ce savoir immense. Vous êtes mondialement connu donc comme philosophe et sociologue, ce qui correspond parfaitement à la co-construction que je viens d'évoquer. Vous avez écrit, si j'ai bien compté, à un trait, disons, 88 livres depuis 1945. Nous n'avons évidemment pas le temps que je les commande tous, même s'ils le mériteraient. N'étant d'ailleurs moi-même plus un perdreau de la dernière couvée, j'ai commencé à vous suivre avec La Rumeur d'Orléans, en 1969, œuvre de sociologie qui succédait d'ailleurs à une remarquable analyse de mai 68 que vous avez fait avec Lefort et Castoriadis. Puis bien sûr, j'ai lu, attendu, stabilo à la main, chacun des 6 volumes de la méthode. Depuis la nature de la nature, la vie de la vie, la connaissance de la connaissance, les idées, l'humanité de l'humanité et finalement l'éthique. Vous êtes aussi mondialement connu comme penseur de la complexité. Ce que vous aviez construit dans la méthode, vous alliez l'utiliser dans Introduction à la pensée complexe en 90, la complexité humaine en 94, l'intelligence de la complexité et relier les connaissances en 99. Vous vous êtes aussi risqué souvent à la prospective, avec Où va le monde en 2007 et la même année comme une sorte de réponse un peu pessimiste vers l'abîme. Puis en 2011, le fameux La Voix pour l'avenir de l'humanité, avec toujours bien sûr la préoccupation écologique constante depuis Terre-Patrie, dès 1993, jusqu'à écologiser l'homme en 2016, en passant par l'an 1 des écologies en 2007. Tous les autres penseurs français, cher Edgar Morin, ont tenu à honneur de dialoguer avec vous. Je les cite sans les hiérarchiser. Jean Baudrillard, Alfredo Penavega sur l'université, Boris Cyrulnik sur la nature humaine, Claude Lefort, que j'ai cité, Patrick Vivray, Stéphane Hessel, Tariq Ramadan, Régis Debray, qui est un habitué de notre forum, Tahar Benjelloun et Jean-Christophe Ruffin, pour ne pas tous les citer. J'arrête. Quelle exceptionnelle vitalité, physique, bien sûr, mais surtout intellectuelle. La complexité me poussant d'ailleurs à penser que la seconde n'a jamais cessé d'entretenir, sinon de renforcer la première. Nous signons tous ici, ce soir, pour avoir ne serait-ce qu'une fraction des deux vôtres. Vous êtes un homme de gauche. Et vous vous êtes plusieurs fois interrogé sur l'état, le devenir, le sens de cette gauche. Une dizaine d'ouvrages au moins que je n'ai pas cités. Mais votre méthode même, votre regard complexe par excellence, vous permet de surplomber le partage politique usuel et de nous aider ce soir à comprendre un peu mieux ce monde qui nous surprend sans arrêt, puisque vous allez parler des fondements de toute nouvelle pensée politique. Votre dernier livre, sauf erreur, cher Edgar Morin, porte sur le cinéma. Le cinéma, un art de la complexité, avez-vous publié en 2018 aux éditions du Nouveau Monde. Eh bien, le rideau rouge est levé, nous attendons avec impatience votre film. Merci pour votre présentation, mesdames et messieurs.
Je vais vous parler non pas d'un programme politique, non pas d'une pensée politique. Donc c'est beaucoup plus, disons, les fondements, les bases d'une pensée politique, parce que toute pensée politique est fondée implicitement ou explicitement sur une conception de ce qu'est l'être humain, l'homme, la femme, est fondée sur une idée de la société, est fondée sur une conception du monde. Si vous prenez par exemple Karl Marx, dont l'influence a été si importante et dont une partie de l'œuvre reste très vivante, je crois que l'importance de cette œuvre tient qu'il a donné une conception du monde qui était, je dirais même du monde qu'il appelait, où il voyait la substance dans la matière, dans le matérialisme. Il avait une conception de l'homme qui était son propre producteur. Il avait une conception de l'histoire. Donc je vous disais qu'il fallait, toute pensée politique a un besoin de se fonder sur une vision de l'humanité, de la société, du monde, de l'univers, de l'histoire. Alors, dans le fond, aujourd'hui, dans le vide de beaucoup de la politique, il y a une absence totale de fondement, et c'est un peu sur ces bases que je veux vous parler. D'abord, disons la conception de ce que c'est l'humain. Alors, ce que c'est que l'humain, c'est une chose qui ne se définit pas uniquement par l'individu. Je dirais c'est une trinité, mais différente de la trinité, parce que cette trinité, c'est l'individu, la société, l'espèce. Et ces trois réalités ne sont pas des réalités facilement séparables, parce que ce n'est pas seulement que l'individu est dans la société, ce qui est évident, c'est que l'individu fait partie de la société et que la société elle-même est le produit des interactions entre individus. Autrement dit, nous produisons la société, mais celle-ci, une fois qu'elle a sa culture, qu'elle a son langage, qu'elle a ses mœurs, rétroagit sur nous et nous permet de nous achever en tant qu'être humain. De même, l'espèce, nous sommes les produits d'une espèce biologique, dite Homo sapiens, mais pour que cette espèce continue, il faut que nous-mêmes, nous faisons des actes reproducteurs pour faire des enfants. Donc là aussi, nous sommes des produits producteurs, et ces trois aspects sont absolument inséparables. Donc, je vais d'abord venir à l'être humain en tant qu'individu. Avant, j'ai oublié de vous dire de vous faire remarquer que ce que nous sommes en tant qu'être humain est complètement absent de nos programmes d'enseignement dans le secondaire et même dans l'universitaire. C'est-à-dire que l'objet quand même qui nous concerne le plus, qu'est-ce que nous sommes, reste un inconnu. Et pourtant, comme disait très bien Heidegger, le philosophe, jamais on a eu autant de connaissances sur l'être humain. C'est absolument incroyable, depuis la préhistoire jusqu'en sociologie, jusqu'en histoire, etc. Mais toutes ces connaissances, elles sont dispersées dans différentes disciplines, elles ne sont pas du tout rassemblées, et donc il est important de se fonder sur ce que c'est qu'être humain. Alors, la notion courante, c'est Homo sapiens, nous sommes des êtres raisonnables. Et je dis que Homo sapiens, la raison est un pôle, et qu'il y a un autre pôle opposé qui est Homo demens, c'est-à-dire la folie et le délire. Et vous me direz, mais la folie, c'est uniquement le cas extrêmement marginal des gens que l'on met dans des asiles. Non, je dis que la folie est une chose potentielle en tout être humain, que la moindre colère est un acte délirant en elle-même parce qu'elle nous aveugle, que la volonté de puissance, la volonté qui a conduit les conquérants, était ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, la démesure. Peut-être que même notre civilisation fondée sur la puissance, la volonté de dominer la nature,
qui aujourd'hui arrive au moment où cette domination de la nature provoque des effets tout à fait négatifs sur nous, on peut dire aussi que ça, c'est une faute du délire humain. Donc, Homo sapiens, c'est aussi Homo demens. Alors, c'est très important pour la politique. Il ne faut pas faire comme si les êtres humains sont des êtres purement raisonnables. Il ne faut pas faire aussi comme s'il s'agit des fous qu'il faut absolument contenir et qu'il faut maîtriser par un système autoritaire. Alors, ce qui est intéressant dans cette double polarité, c'est une chose qu'a remarqué Antonio Damasio, qui est un spécialiste des sciences du cerveau, des neurosciences. Il a remarqué que quand un centre rationnel du cerveau était excité, se mettait aussi en excitation un centre émotionnel. Par exemple, le mathématicien qui est en train de travailler à résoudre un problème, en même temps, est animé par une passion des mathématiques qui l'anime. C'est-à-dire que son activité rationnelle comporte un élément émotionnel et passionnel. Alors, à ce moment-là, nous arrivons à cette idée que, effectivement, on ne peut pas considérer que la raison pure soit quelque chose qui signifie sagesse suprême, puisque une raison pure sans émotion, c'est une raison qui finalement ne va pas voir la réalité humaine. C'est cette raison pure qui, aujourd'hui, chez un certain nombre d'économistes, ne voit nos réalités que sous la forme de chiffres, PIB, taux de croissance, statistiques, etc. Mais avec le calcul, qui est très utile, mais le calcul est incapable de saisir les émotions, la passion, l'amour, la haine, la peur. Donc, si vous voulez, il y a une réalité émotionnelle qu'il faut comprendre, que le froid calcul ne peut comprendre, et il nous faut toujours faire un jeu, une dialectique permanente entre raison et passion. Parce que la passion sans raison, c'est le délire, et la raison sans passion, c'est aussi une autre forme de folie par son inhumanité. Et donc, nous avons toujours besoin d'avoir cette petite veilleuse rationnelle. Mais nous savons que nous ne l'avons pas toujours. Aussi, quand on pense à la politique, on ne peut pas faire comme si les hommes, les humains, étaient des êtres purement rationnels. On ne peut pas faire aussi comme si c'était des êtres purement irrationnels. Nous savons qu'il y a des moments de rationalité et des moments où les gens sont aveugles. Ils sont pris dans une sorte d'hystérie, comme quand il y a eu, pour reprendre un exemple ancien, la guerre de 14-18, où il y avait une majorité de pacifistes, socialistes en France et en Allemagne, mais dès qu'il y a eu la guerre, les uns et les autres ont été pris dans l'hystérie nationaliste et la haine de l'autre. Donc, c'est ça, l'être humain. C'est pas... on voit très bien que, même dans un scrutin démocratique, dans certaines conditions, par exemple, 1933, où il y a eu une crise économique terrible, des angoisses et des conflits où les partis communistes critiquaient surtout le parti socialiste et vice-versa, où les partis de droite croyaient manipuler Hitler, on a vu qu'à la faveur d'élections qui lui ont donné une majorité, Hitler est arrivé au pouvoir dans un climat d'hystérie, d'angoisse et en plus d'humiliation du traité de Versailles. Donc, voilà, la réalité humaine est une réalité fragile, changeante. Et une première chose dont il faut être conscient. La deuxième chose, c'est l'idée classique, on définit l'homme comme homo faber, c'est-à-dire qui construit des outils. Et c'est vrai que depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, une des qualités humaines les plus extraordinaires,
était la capacité technique, et qu'aujourd'hui nous le voyons dans les missiles, nous le voyons dans les robots, nous le voyons dans le smartphone, nous le voyons dans tellement de choses qui révèlent effectivement cette prodigieuse capacité technique de l'être humain. Mais en même temps, l'homme et l'homo faber est en même temps un homo mythologicus, c'est-à-dire un homme qui vit, qui a besoin de mythes, de croyances, de foi. Et dès la préhistoire, vous avez, avec la conscience de la mort, vous avez bien entendu le respect des morts qu'on ensevelit ou que l'on passe à la crémation ou que l'on abandonne dans des tours désertes. Mais parce qu'on sait que la mort est une décomposition physique, mais dès la préhistoire, il y a la croyance qu'en dépit de cette décomposition physique, un spectre, un double, un fantôme va survivre et que cette survie va continuer. Ou bien on croit, et d'ailleurs, pourquoi on croit ça? Parce qu'il y a des tombeaux préhistoriques où le mort est accompagné de nourriture et d'armes. Bon, et nous voyons aussi dans les tombeaux des pharaons égyptiens qui sont accompagnés de toute une série de choses comme s'ils étaient des vivants. Et il y a une autre croyance aussi, c'est le mort est dans une position fétale, recroquevillé, comme s'il allait renaître d'une nouvelle vie. Et cette croyance s'est développée effectivement dans beaucoup de religions orientales à partir de l'hindouisme. Alors que l'autre croyance s'est développée beaucoup plus dans le monde européen occidental. Vous savez que par exemple, dans l'Odyssée, Ulysse va dans les enfers, c'est-à-dire cette région où sont relégués les morts, et il retrouve l'ombre du grand Achille. Et Achille lui dit, tu sais, mieux vaut être un petit cordonnier vivant que le grand Achille mort. C'est-à-dire déjà, ces morts sont un peu dévalués, et c'est pour ça que dans le monde antique a jailli l'idée de la possibilité de la résurrection avec un Dieu qui renaît, et parmi tous ces dieux qui renaissent, il y en a un qui a triomphé, c'est évidemment Jésus. Donc, si vous voulez, l'idée et la croyance religieuse, il n'y a pas de société sans croyance religieuse, soit totale, soit partielle. Le pays le plus technique, le plus matérialiste qui soit, c'est-à-dire les États-Unis, est en même temps le pays le plus religieux. C'est le pays où sur le dollar, vous avez in God we trust, nous croyons en Dieu. Et le pays, et l'URSS, qui pendant 70 ans a voulu éradiquer toute religion, et notamment la religion orthodoxe, et là, une fois qu'elle s'est effondrée, jamais cette religion n'a été aussi puissante et aussi forte qu'elle l'est maintenant. Donc, si vous voulez, alors vous me direz, mais oui, mais il n'y a pas que la religion, non, c'est la religion de salut, de résurrection. Il y a d'autres religions. Et il y a eu une religion de salut terrestre au siècle dernier, qui a été le communisme, et des millions de gens ont eu cette foi, et comme vous savez, quand on a une religion, grande religion, elle produit des héros, elle produit des martyrs, elle produit des bourreaux. Et le communisme a produit tout cela en même temps, pratiquement. Ça a été une fois, mais seulement la différence, c'est que c'était une religion, on a pu vérifier sur Terre que ce qu'elle disait n'était pas la vérité, alors qu'au ciel, personne ne peut vérifier. Et c'est pour ça qu'après l'effondrement du communisme comme religion, les vieilles religions ont repris du poil de la bête, et notamment l'évangélisme
dans les continents américains, et de l'islam, évidemment, partout où il était implanté. Donc, voilà cette réalité humaine aussi dont il faut tenir compte. Et ce besoin de foi, ce besoin de croyance, alors nous avons besoin de mythes. Alors la question est d'avoir les mythes qui soient les moins cruels, les moins durs qui nous posent. Et je pense que moi, il faut développer justement ces mythes de la fraternité humaine, mais j'y viendrai un peu plus tard. Alors, on n'est pas terminé puisque est apparue cette notion de l'homo economicus, c'est-à-dire que l'homme est mu par son intérêt économique. C'est vrai que dans notre société et dans notre civilisation, il y a de plus en plus la présence, la poussée de l'intérêt économique. Mais même dans notre civilisation, il y a toute une part de gratuité, de choses que l'on fait sans demander de rétribution. Il y a la part de jeu où l'on prend des risques, il y a la part du don de soi, il y a la part de la dépense dont parle Bataille. Autrement dit, on ne peut pas réduire l'humain simplement à la recherche de l'intérêt matériel. Il y a d'autres aspects de besoins, des besoins effectifs, des besoins d'amour, des besoins de tendresse, des besoins de compréhension. Donc, vous avez déjà cette complexité humaine, à quoi j'ajoute, il y a aussi une double polarité entre l'aspect prosaïque de la vie qui consiste dans tout ce que nous faisons d'obligatoire, de contraint, sans intérêt, sans joie, pour survivre. Et par contre, à ce qui est vivre, c'est-à-dire vivre un peu dans la communion, dans la fraternité, dans la compréhension, dans la jouissance, dans l'esthétique. D'ailleurs, ça m'avait frappé une pancarte que portait une femme dans les Gilets jaunes, une vieille dame, disant « Nous voulons vivre et pas seulement survivre ». C'est-à-dire elle exprimait à sa façon cette idée, ce besoin qu'il ne suffit pas d'avoir le minimum vital, des choses comme ça. Il y a aussi besoin d'autres, des besoins que certains appellent spirituels, qu'on peut appeler affectifs, qu'on peut appeler de toutes sortes, et qui sont absolument profonds et qui font la poésie de la vie. Et nous avons besoin, et justement, c'est ce que jusqu'à présent les programmes, les partis politiques ont ignoré, que ces besoins de poésie de la vie, et que ce que les gens nécessitent, bien entendu, il y a une part matérielle, salariale, rémunératrice, indispensable, mais la vie ne se réduit pas à ça. Ça aussi, autre chose, un besoin de fraternité, de compréhension. Alors, une fois que vous avez un peu ce premier schéma, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire à la façon de Rousseau qui dit « tous les hommes sont bons », ou à la façon de Hobbes au contraire qui dit « comme les hommes sont mauvais, il faut des lois pour les restreindre ». Nous voyons qu'ils peuvent changer, nous voyons qu'ils sont multiples, nous voyons qu'ils ont plusieurs aspects. Et ça, je crois, c'est une chose très importante. Marx ne voyait que l'homme qui se produisait lui-même, il avait raison, mais c'était qu'un aspect. D'ailleurs, beaucoup de penseurs par la suite ont voulu ajouter la psychanalyse au marxisme pour dire qu'il y a aussi des choses de l'esprit, des choses de l'âme qui sont absolument fondamentales. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose là, pour l'individu. Alors, la société, là aussi, la société, nous avons une relation indissoluble avec la société. Nous ne pouvons pas nous isoler de la société. Mais nous pouvons dire que dans une société où les êtres humains sont des sujets, c'est-à-dire dans le sens d'obéissance, sujet d'un despote, d'un système théocratique ou d'un système totalitaire, où ils n'ont aucun droit,
ils n'ont que le devoir d'obéir, il est évident qu'il y a quelque chose de faussé. La bonne relation est une relation disons, démocratique, qui signifie que l'être humain est citoyen qui comporte qu'il y a des droits et qui en même temps a des devoirs envers sa communauté. Et là aussi, nous pouvons penser qu'une société est d'autant meilleure qu'elle donne plus de liberté. Et je dirais même, selon ma façon de penser à la complexité, qu'une société très complexe est une société où il y a beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie. Mais pour que cette société ait un minimum de cohésion, il faut que chaque individu ressente en lui un sentiment très fort de participation à sa communauté, qu'il fait partie d'une communauté et celle-ci fait partie de lui. À ce moment-là, on a besoin d'un minimum de coercition, de règles autoritaires. Mais partout où il n'y a pas ce sentiment d'adhésion profonde à sa communauté, il est évident que que c'est par la discipline, que par l'autorité, la police, la gendarmerie, etc., que l'ordre social est maintenu. Alors, voici, je ne vais pas trop développer là-dessus, d'ailleurs, il se peut qu'il y ait des questions qui viennent, vu les événements qui se déroulent en ce moment. Alors, je viens au troisième aspect, qui est l'aspect donc, que nous faisons partie d'une espèce biologique qui est absolument incontestable. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette espèce, nous le savons de plus en plus, on avait commencé à savoir depuis Darwin, est le produit d'une évolution, et que même nous portons, nous, les caractères non seulement des primates dont nous nous sommes dégagés à travers un processus d'hominisation, mais nous sommes des mammifères. Nous avons même des tétons. C'est ça l'héritage mammifère. Même les hommes ont des résidus de tétons. Nous sommes des mammifères et nous sommes évidemment des vertébrés, nous sommes des animaux, nous sommes des multicellulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous portons en nous l'héritage de la vie, d'une branche de l'évolution, mais avec cette source qui est évidemment le phénomène à partir duquel des êtres qui étaient des unicellulaires se sont unis, assemblés pour former des êtres complexes, des végétaux ou des animaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nos cellules, les cellules de nos corps, elles-mêmes sont les héritières successives par multiplication des premiers unicellulaires qui se sont formés sur la Terre. Nous portons l'histoire de la vie. Et en plus, non seulement nous avons l'histoire de la vie, mais nous savons maintenant que l'être vivant est constitué de molécules physico-chimiques, que la vie, ce sont les propriétés de la complexité de l'organisation vivante. Donc, nous avons, nous, un héritage physique, chimique. Nous sommes même des machines physiques qui fonctionnent à 37 degrés, à une température de 37 degrés, c'est-à-dire un phénomène de combustion. Nous sommes des machines qui avons besoin d'être réalimentées en énergie, et besoin de nourriture. Nous participons, disons, au monde biologique, physique et chimique, et sans doute les particules qui sont dans nos atomes sont les particules qui se sont formées au début de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, par conséquence, nous avons en nous, de façon singulière, nous portons l'histoire de l'univers.
tout en étant différents des autres animaux et des autres vivants, nous faisons partie de ce grand tout. Et alors cela donne un intérêt à ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience écologique, qui devient un élément de plus en plus important dans la conscience du citoyen, des êtres humains, parce que là aussi, nous sommes issus d'une civilisation où l'on a voulu faire la disjonction totale entre l'humain et le naturel, la nature. Ainsi, par exemple, dans la Bible, Dieu crée l'homme à son image. Donc une création absolument différente de celle des animaux et des plantes. Que, par la suite, l'apôtre Paul, annonce que les humains ont la possibilité de la résurrection, ce qui évidemment est interdit même aux chiens, à sa mère. Bon. Et enfin, Descartes, au moment de l'essor de notre civilisation, dit que les animaux sont des pures machines, dénuées de conscience, d'esprit, de sensibilité, et on rajoute cette séparation en agitant que le destin de l'homme est de se faire le maître et le possesseur de la nature. Et nous nous sommes pensés tellement différents du monde animal, du monde naturel, que nous avons eu une grande difficulté, nous avons toujours une grande difficulté à intégrer ce message écologique, c'est que nous faisons partie de cette nature tout en ayant acquis un statut nouveau, supérieur, qui permet en quelque sorte de la transformer, de la modifier, ce que nous faisons aujourd'hui de façon catastrophique et désastreuse, en la dégradant et en par là même en sacrifiant nos propres possibilités, puisque si nous participons par, regardez, la dégradation des sols que l'agriculture industrielle fait un peu partout dans le monde, avec ce que ça comporte comme engrais chimiques, comme pesticides, comme chose, les sols qui n'ont plus de vers de terre, où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de coquelicots, il n'y a plus rien, tous ces sols dégradés conduisent à une dégradation de notre propre consommation alimentaire et une dégradation de notre santé. Mais il y a les pollutions urbaines, il y a les déforestations, il y a la destruction de la biodiversité, il y a tous ces phénomènes-là qui aujourd'hui, on sent qu'on arrive à un degré où c'est notre qualité de vie qui va se trouver menacée. Alors il y a le réchauffement climatique qui va provoquer des migrations innombrables et d'innombrables problèmes. Donc, comprendre la profondeur et la réalité de notre relation à la nature est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, cela étant dit, nous avons maintenant quelques éléments de base sur lesquels nous pouvons asseoir une pensée politique. Alors, regardons maintenant un peu le phénomène, par exemple, social. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Une société est à la fois un mixte de conflits, rivalité, concurrence et de solidarité, fraternité. Bien entendu, quand il y a une guerre, que cette société est menacée, les phénomènes de solidarité s'accroissent et les phénomènes de conflictualité diminuent. Et quand il y a une période où on ne se sent pas menacé, les conflits reprennent. Et disons, ce phénomène n'est pas original à la société humaine. Quand vous considérez nos cousins, les sociétés de mammifères,
comme celle des loups, celle des chapapois, des chimpanzés, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a des conflits entre mâles pour la domination et pour la possession des femelles, et solidarité du groupe par rapport au monde extérieur. Par exemple, les loups sont solidaires pour chasser ensemble les proies. Les animaux chassés sont solidaires pour fuir ensemble, pour se protéger ensemble des prédateurs. Donc, toute société est un mix de solidarité et de conflictualité. Alors, quand nous considérons maintenant la vie, c'est-à-dire sous sa forme organisée, que les écologistes appellent justement les écosystèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? C'est une organisation spontanée qui se fait entre animaux, végétaux, unicellulaires, dans des conditions géologiques, géographiques, climatiques particulières d'un milieu donné. Or, le propre de ces relations vivantes est à la fois le conflit et la solidarité. Vous savez que Darwin, dans l'origine des espèces, qui a le premier a fait la théorie de l'évolution sur la base de la lutte pour la vie et de la sélection du meilleur. Donc, une interprétation du reste tordu du darwinisme était de dire que, dans le fond, dans le conflit général, ce sont les vainqueurs qui sont les meilleurs. Or, en 1902, Kropotkin, qui n'était pas seulement un théoricien anarchiste, mais qui était en même temps un géographe, un zoologue, dans son livre « De l'entraide », il montrait que dans la nature, il y avait des phénomènes de coopération extrêmement nombreux. Et, par exemple, entre les champignons et les arbres, des rapports de commensalité, de mutualisme, de coopération. J'avais été frappé par un article de la revue Science qui montrait que des expérimentateurs qui avaient voulu effeuiller totalement un arbre avaient provoqué chez cet arbre, évidemment, une poussée de sève pour reconstituer les feuilles, et en même temps, la sécrétion d'un antiparasite. Mais la chose remarquable, c'est que les arbres de la même espèce du voisinage avaient commencé eux-mêmes à sécréter l'antiparasite. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, avec ce qu'on a appris sur les arbres, sur les végétaux, etc., on apprend que ce n'est pas seulement le monde animal où il y a de la sensibilité, de l'intelligence, de la stratégie, mais aussi dans le monde végétal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours cette relation indissoluble entre la conflictualité et les forces de coopération. Et si vous remontez alors dans l'histoire du monde physique, vous voyez bien entendu des forces d'union qui ont associé les particules en atomes, qui ont associé les atomes en particules, qui ont associé des poussières matérielles par la gravitation, les ont encore comprimées jusqu'à ce que cette compression déclenche l'allumage des étoiles. Et ce processus d'union qui a fabriqué des étoiles a fait des milliards et des milliards d'étoiles qui fonctionnent dans et par le feu. Nous voyons dans la nature des processus d'association par la nature physique. Mais en même temps, nous voyons des processus, il semble que les particules de matière ont détruit les particules d'antimatière. Enfin, c'est ce que dit la théorie. Nous savons que des collisions entre atomes peuvent amener leur destruction mutuelle. Nous savons qu'il y a des tamponnements de galaxies, des explosions d'étoiles. Et nous savons aussi qu'il y a le deuxième principe de la thermodynamique qui indique que tout système organisé finit par se désintégrer et se disperser. Donc, dans un monde aussi, vous avez
cette relation que le vieux philosophe de 6 siècles avant notre ère, Héraclite, avait exposé, qui disait « Concorde et discorde sont père et mère de toutes choses ». Et alors, il voyait donc dans cette... On peut voir, on peut appeler, si vous voulez, concorde, si on est plus poétique, comme le disait Freud, on peut appeler concorde Eros, et on peut appeler discorde polémos. Bon, Eros et polémos. Et s'il y a le principe de mort, qui est celui de la deuxième principe de la thermodynamique, on peut dire thanatos, c'est la mort. Vous avez ces 3 mots, Eros, l'amour, polémos, le conflit, thanatos, la mort, et vous avez ces 3 forces indissociables dont vous ne pouvez jamais éliminer l'une, et ce qui existe dans le monde physique existe dans le monde biologique, existe dans le monde humain, s'est manifesté à travers toute l'histoire humaine, qui elle-même est l'expression de Homo sapiens des minces, parce que, comme Shakespeare avait très bien vu qu'il y a quelque chose de dément et de délirant dans l'histoire humaine, et je pense que l'histoire humaine, nous oblige à associer Karl Marx, qui voyait des forces productrices en action, et aussi Shakespeare, qui voyait le délire, la folie. Donc, nous voyons ces choses-là. Alors, nous arrivons à quoi? Nous arrivons à une idée, c'est que il est certain que bâtir un modèle de société parfaite et idéale n'a aucun sens. N'a aucun sens parce que d'abord, le monde ne peut exister que par imperfection. Un monde parfait est un monde immobile, rigide. D'autre part, l'idée d'atteindre une stabilité quelconque dans l'histoire humaine est une illusion. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une aventure qui a commencé il y a des millions d'années avec l'hémonisation, qui est passée par les sociétés qu'on appelle archaïques, les petites sociétés de chasseurs-ramasseurs, qui étaient des sociétés sans État, sans agriculture. Et puis sont arrivées les sociétés avec État, avec agriculture, les empires, les armées, les religions, les chefs-d'œuvre de l'art, les destructions, les guerres. Enfin, nous sommes. Et cette aventure qui aujourd'hui passe par la mondialisation, laquelle mondialisation a des effets positifs, si on pense au phénomène de coopération, notamment culturelle, mais aussi des effets négatifs par le déchaînement des forces d'inégalité et par les conflits de toutes sortes qu'elle engendre, parce que la mondialisation, qui a fait l'unité techno-économique de la planète, n'a pas fait l'unité affective, l'unité culturelle de la planète. Au contraire, les nations, les nationalismes, les religions se sont refermées. Et aujourd'hui, nous avons cette tragédie humaine, c'est-à-dire que par la mondialisation, tous les êtres humains, où qu'ils soient, ont un même destin commun, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes périls, les mêmes problèmes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient nucléaires, qu'ils soient vitaux, qu'ils soient moraux. On a tous les mêmes dangers. Et malgré ça, on n'arrive pas à avoir une conscience commune. Au contraire, au lieu d'avoir cette conscience d'une communauté d'humanité, nous avons une conscience qui se rétrécit sur notre idée, notre ethnie, notre nation, notre religion, etc. Alors que le grand besoin, c'est justement, si on veut pouvoir progresser dans cette histoire humaine,
qu'on ait cette prise de conscience. Mais ça veut dire, nous sommes dans une aventure, nous risquons sans doute des catastrophes écologiques, nous pouvons avoir des grands progrès sur le plan scientifique et technique, nous ne savons pas quel est l'avenir. Alors quel est le premier problème? Le premier problème, à mon avis, c'est que dans cette relation entre Eros, Polémos, Eros et Thanatos, nous sachions choisir le parti d'Eros. C'est de penser que l'aventure continue, et nous continuons à faire des enfants, et ces enfants feront des enfants. Dans quelles conditions, nous ne savons pas. Nous sommes une espèce qui chemine. C'est le poète Machado qui est dans un très beau poème, Caminante no hay camino, disait « Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin, tu le fais en marchant. » Donc il faut changer notre vue, il faut nous insérer dans l'aventure humaine. Quand on a affaire à la politique, on dit « Mais qu'est-ce qu'on veut ? Un programme ?» Après, ce qu'il faut d'abord, c'est une voie, c'est connaître la voie. Est-ce que nous sommes sur une bonne voie? Est-ce que la voie que nous suivons, nous, en France, mais qui est elle-même celle de la mondialisation, c'est-à-dire fondée sur la compétition et le jeu des forces économiques absolument contrôlées, est-ce que c'est ça, la voie? Est-ce qu'il ne faut pas changer de voie? Et comment faut-il changer de voie? C'est alors à ce moment-là que se posent les problèmes politiques. Si nous avons en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, étant donné la complexité humaine, le tout c'est d'essayer d'agir pour le meilleur de ce qui est dans l'être humain, d'essayer d'éviter au maximum ce qui est le pire et qui peut se déchaîner, et surtout de choisir sans arrêt le parti d'Eros, qui est une chose qui n'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Moi j'ai connu, et pendant 4 ans même, pendant la guerre, j'étais au Parti communiste, et ça veut dire que nous étions persuadés que nous luttions pour la fraternité humaine, pour la société sans glace, pour la liberté, pour l'émancipation de tous les peuples, alors que sans le savoir, nous travaillions pour son esclavagisation, en travaillant pour l'Union soviétique, qui était un système barbare et d'oppression. Et nous ne le savions pas, nous l'avons appris, les uns plus rapidement que les autres. Donc il faut choisir le parti d'Eros, mais il faut aussi avoir un minimum de lucidité et ne pas se tromper, de ne pas travailler pour Thanatos en croyant travailler pour Eros. Donc si vous voulez, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Il faut reconstruire une pensée politique, c'est sûr, à partir de ces principes. Il faut reconstruire une pensée qui nous dise, voilà, la voie. Et par exemple, moi je suis persuadé qu'il y a une voie qui consisterait pas seulement à rendre propres les énergies, c'est-à-dire en éliminant les énergies sales, mais qui serait une grande politique urbaine de détoxication des villes, dépollution des villes par des limitations de la circulation et des créations de parkings, en libérant les centres-villes avec des écoquartiers, etc., en promouvant des principes de santé, qui aura une révolution à faire dans les campagnes, en faisant régresser l'agriculture et l'élevage industriel au profit du bureau du fermier, et qui elles-mêmes nous donneront une alimentation saine. Là encore, j'ai lu dans Le Monde d'hier l'entretien d'un ancien industriel de l'agroalimentaire qui disait que pour le profit, pour vendre le moins cher, ils prennent les aliments de moindre qualité, y ajoutent des colorants pour leur donner bonne mine, y ajoutent des produits pour leur donner du goût,
à des produits artificiels, c'est-à-dire en fait des mini-poisons, et que dans le fond, tout ce système-là, qui est fondé uniquement sur le profit maximum et la compétition, est profondément dégradant pour notre santé. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'à l'occasion de cette crise provoquée par les Gilets jaunes et qui provoque aujourd'hui cette consultation nationale, que ces problèmes-là ne soient pas mis en question. C'est des problèmes quand même vitaux. Quand on pense à toutes ces boissons sucrées artificiellement qui rendent nos enfants obèses et qui les rendent en plus addicts de ces boissons, quand on pense à toutes ces nourritures frelatées, toutes ces choses-là, et alors qu'on pourrait développer, on commence de plus en plus à comprendre que la santé, c'est pas seulement une affaire de médicaments, c'est une affaire de consommation. Quand on commence à comprendre qu'on produit des ordinateurs, des smartphones, des voitures, des bars, avec une durée limitée de 8 à 10 ans pour pouvoir les changer, quand tu as des objets à obsolescence programmée, au lieu que ces objets devraient pouvoir durer et être réparés. Il y a vraiment des problèmes de fond qui sont aujourd'hui posés et qui sont posés aussi par la domination du profit maximum des puissances économiques qui contrôlent aujourd'hui pratiquement tous les ministères, parce que le ministère de l'Agriculture est contrôlé par les gros agriculteurs, le ministère de la Santé est contrôlé par l'industrie pharmaceutique, etc. Quand on pense que ce sont des problèmes aussi vitaux de société et sur lesquels la conscience écologique, justement, quand nous pensons aussi que nous sommes des êtres vivants, que la nourriture est quelque chose qui est très important pour notre santé, nous pouvons agir. Donc, si vous voulez, il y a des thèmes qui sont absents de cette consultation. Il y a des thèmes présents, très bien, mais le grand problème, c'est-à-dire comment faire reculer cette toute-puissance de l'argent, du profit, qui est dans notre société et qui s'est traduit sur le plan politique par une idéologie purement économistique qu'on appelle le néolibéralisme et qui croit. Et comment faire pour ceci, puisse prendre conscience? Je regrette que cette consultation ne donne pas l'occasion. Enfin, j'ai fait une parenthèse un peu finale, mais c'est pour dire il faut refonder la politique. D'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui le vide. D'abord, un certain nombre de partis se sont désintégrés. Ah oui, un peu de conflits de personnes. Mais vous savez, quand c'est les conflits de personnes qui dominent, c'est qu'il n'y a plus d'idées. Quand il y a des vraies idées, des conflits de personnes deviennent des conflits secondaires. Ce sont des partis qui se sont désintégrés. Bon. Et ce qui s'est créé est assez hétéroclite, n'a pas d'unité, n'a pas de pensée directrice. Sinon, la pensée qu'on va toujours agir selon les règles du néolibéralisme, qui, à mon avis, est une voie erronée et qui empêche de changer le voie. Donc, est-ce que malheureusement, ce problème ne se posera pas, mais il méritait d'être posé. Cela pour terminer en disant l'essentiel, c'est le chemin. Nous sommes cheminants, nous sommes en marche, pas dans le sens, mais en marche. Nous sommes propulsés, nous sommes une espèce qui est à un moment critique de son devenir, où elle va se transformer. Voilà, et il faut penser en termes du fait que chacun d'entre nous est une parcelle, est un moment, un moment minuscule, mais on fait partie de cette gigantesque aventure, et la question est d'apporter notre contribution à Eros. D'ailleurs, si nous apportons cette contribution, vous serez contents, parce que justement, vivre dans la fraternité, dans le besoin,
de communion, dans le besoin d'être dans la relation compréhensive avec autrui. Tout ceci fait du bien, tout ceci diminue les angoisses. Les angoisses deviennent pestilentielles quand on se referme sur soi et qu'on ne voit plus que soi. On a besoin, l'être humain a besoin de se réaliser en tant qu'individu et toujours au sein d'une fraternité, d'une communauté, que ce soit la famille, que ce soit les amis, le parti, l'église, etc. Donc, si vous voulez, le message ici n'est pas de vous dire voilà la nouvelle voie, encore que j'ai fait un livre qui s'appelle La Voie. Oui, oui. C'est un autre problème, mais je pourrais faire une autre conférence. Non, je vous dis que c'est là-dessus qu'il faut être exigeant et réfléchir. Parce que si on ne peut pas, on doit penser à ces bases fondamentales. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'univers? Ça, ce ne sont pas des questions pour philosophes professionnels. Ce sont des questions pour tous les citoyens, pour chacun d'entre nous. Et nous avons déjà beaucoup d'éléments. Malheureusement, ces éléments sont tous dispersés. Il faut les réunir. J'ai essayé d'en réunir quelques-uns et je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Je pense qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Et par conséquent, j'attends que les doigts s'élèvent. Alors, je vois déjà une main qui s'est levée là-haut. De toute mon admiration à votre égard, sans jeu de mots, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous considérez que la voie que vous appelez de vos voeux est celle de la décroissance, par opposition à celle de la croissance, qui me semble caractériser l'époque que nous vivons? Merci beaucoup. Décroissance, décroissance. Oui, il vous pose la question, est-ce que vous êtes décroissant? Est-ce que la voie, pour vous, c'est la décroissance? Voilà. Alors, moi, je pense que la voie, c'est de dépasser l'alternative stérile, croissance et décroissance, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui doit décroître et qu'est-ce qui doit croître. Qu'est-ce qui doit décroître? C'est évidemment l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui doit croître? C'est l'économie des choses utiles et indispensables. Qu'est-ce qui doit croître? C'est l'agriculture biologique, l'agriculture fermière. Qu'est-ce qui doit décroître? C'est l'agriculture industrialisée, c'est l'agroalimentaire. Ce sont les produits à valeur purement illusoire qui se promettent le standing, la beauté, la séduction, pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, toutes ces jonglants, toutes ces choses-là qui sont absolument stériles. Bien, on voit, et alors je dirais que ça serait intéressant que se crée une commission de personnes compétentes qui essayent de faire le tri, de déterminer ce qui doit croître et ce qui doit le croître. Moi, ce que je vous dis, c'est une première vue comme ça, mais moi je crois aussi, par exemple, prenez le cas du nucléaire. A priori, moi je pense qu'il doit décroître, mais je pense que la temporalité de sa décroissance doit être étudiée en fonction de l'évolution des autres sources d'énergie. Bon, alors donc, si vous voulez, ce qui doit décroître, à mon avis, c'est aussi la production d'armes de mort. Bon, alors bref, si vous voulez, ma façon de penser est de dépasser l'alternative croissance-décroissance comme l'alternative que développement ou sous-développement. Parce qu'à mon avis, l'alternative, c'est développement et enveloppement. Il faut apporter les qualités d'un développement économique et technique, mais il faut que les gens soient enveloppés dans leur solidarité, dans leur communauté. Si l'Occident apporte aux pays qu'on appelait avant du tiers-monde uniquement le capital, le profit, l'intérêt, il détruit toutes les solidarités.
et il crée à nouveau l'égoïsme déchaîné. À mon avis, les sociétés traditionnelles ont gardé des formes d'entraide et de solidarité qu'il faut protéger. Donc, développement et enveloppement, et je dirais même mondialisé et anti-mondialisé. Parce qu'il y a des cas où il faut sauvegarder des territoires qui deviennent des déserts humains, des déserts économiques, et qu'il faut à ce moment-là trouver les moyens de les garder, même s'il faut prendre des mesures protectionnistes provisoires ou temporaires. Et donc, il faut accepter de la mondialisation tout ce qui est positif sur le plan des échanges humains, culturels et autres, et se garder des effets les plus nocifs de cette mondialisation, dont la croissance inouïe des inégalités. Et il faut penser aussi que cette mondialisation, tout en créant des classes moyennes là où il n'y en avait pas, comme en Chine, comme au Brésil, comme au Maroc, là, mais n'a pas fait que créer ces classes qui vivaient un peu selon les standards de vie occidentale. Elle a créé aussi d'énormes zones de misère, tous ces paysans déracinés qui sont allés dans les bidonvilles, toutes ces capitales, ces métropoles d'Asie, d'Amérique latine, qui sont entourées de bidonvilles, de prolétariat misérable. C'est aussi un effet de la mondialisation. Donc, si vous voulez, moi, mon point de vue, c'est ça, la pensée politique complexe que je défends. Au lieu d'accepter l'alternative, j'essaye de combiner les deux avec, bien entendu, c'est une navigation permanente et difficile. Bien. Autre question, autre proposition? Oui, deuxième rang là. Bonsoir monsieur. Vous parlez de la primauté de l'éros. Alors comment analysez-vous actuellement dans le mouvement qui agite la France le déchaînement de haine? Haine contre un président démocratiquement élu, haine contre les institutions, haine des forces de l'ordre. C'est un moment de dégradation de notre vie politique, de la décomposition de la démocratie, pas seulement dans notre pays, mais ailleurs, qui provoque tous ces phénomènes, justement, que j'interprète très bien dans ma vision d'Homo sapiens et demens, c'est-à-dire dans ces phénomènes qui, au comble où les situations très mal vécues suscitent des colères et des haines, et que dans un processus qui lui-même devient infernal, puisque on voit très bien, par exemple, que les violences qu'ont fait des groupes de casseurs à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes ne sont pas seuls, parce qu'il y a eu aussi des violences de répressives extrêmement dures, avec des balles qui ont très descentes. Alors qu'une fois que vous êtes dans le cycle de la haine des uns et du mépris des autres, vous êtes pris dans le cycle infernal. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut cesser, et c'est ça qui est très difficile. Oui, vous avez dit tout à l'heure une chose juste, je crois que c'est Monsieur Chaunu qui avait, j'ai lu ça dans Percé l'autre jour, il a montré que sur le très long terme, quand les guerres s'éloignaient, la violence civile augmentait. Et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, et je pense que c'est profondément vrai. Voilà. Et je crois que maintenant, je vais dire quelque chose qui devrait faire sauter tout le monde, tant mieux, ça mettra de l'animation, mais je pense que on est loin des dernières guerres ici en France, et qu'on est en train de démontrer la théorie de Chaunu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violence guerrière, elle s'éloigne, donc se déclenche la violence civile. Vous ne croyez pas? Oui, c'est-à-dire que la guerre, qui est un phénomène affreux, a pour effet positif de renforcer la cathartique, c'est cathartique, oui. Sociale. Mais même, on peut dire que quand vous prenez même le bilan de la guerre de 14-18, vous voyez que les ordres insensés d'une partie de l'état-major, notamment du général Nivelle en 17, etc., ont provoqué des révoltes, des mutineries
et qui elles-mêmes ont été réprimées d'une façon extrêmement sauvage. C'est-à-dire que quand vous commencez à entrer dans un cycle de violence réciproque et que vous dépassez un certain seuil, ça devient très difficile de pouvoir en sortir. Par exemple, je me souviens très bien de la guerre d'Algérie. Prenons ce cas. Cette guerre d'Algérie qui a commencé par les attentats algériens de la Toussaint 1954 aurait pu trouver une solution au moment où il y a eu un gouvernement de front républicain en 1956 par la négociation, etc. Mais elle a été bloquée des deux côtés, je dois dire, la solution qui était possible a provoqué quoi? Elle a provoqué un putsch des généraux qui a failli implanter une dictature militaire en France qu'on a pu éviter grâce à la stratégie de Gaulle. 2, une dictature durable du FLN en Algérie qui a été elle-même provoqué des rébellions comme celui-ci. Donc, si vous voulez, quand un conflit dépasse un certain stade, il y a la pourriture qui arrive et vous ne pouvez presque rien. C'est vrai. Donc, si vous voulez, la question de la haine est une question extrêmement importante. Et c'est le problème, parce que la haine, il ne suffit pas simplement de la raisonner, puisque la raison pure ne peut rien. C'est le comportement qui doit changer et essayer de transformer le haineux. Et vous savez, c'est très difficile, sinon on serait Dieu le Père et on pourrait faire tout ça. Le problème est d'éviter qu'on soit emporté dans le cycle des haines mutuelles et réciproques. C'est ça, à mon avis, qui est l'essentiel. Oui. Alors, je vois là-bas, oui, une main qui se lève au fond, à gauche. Allez-y, allez-y. Je peux m'asseoir? Ah oui. Bien sûr. Voilà. Plaisir. Alors, non, mais micro, parce que personne n'en veut. Ah, je suis là. Voilà. Non, je voulais juste vous poser une question par rapport à la situation dans laquelle on vit, où les deux extrêmes s'en donnent vraiment à cœur joie. Si vous pensez ce qu'on pourrait qualifier de social-démocratie, ce qui moi me parle en tant que le rocardisme par exemple, puisque j'ai grandi dans une famille de rocardiens, est-ce que vous croyez que la social-démocratie, les gens qui sont dans la négociation, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on a encore un avenir? Qu'on a encore un avenir. Est-ce que la social-démocratie, la négociation, voilà. La social-mitbestimmung, la social-démocratie, voilà, est-ce que ça a encore un avenir? Je pense que ce que la social-démocratie a pu apporter de positif, c'est-à-dire un ensemble de lois sociales, de protection sociale qu'on a appelé l'État-providence, pour quelque chose qui contrebalançait les pouvoirs du capital, de l'argent, de la domination. C'est une chose qui est historique, qui relève du passé. Dans beaucoup de pays, c'est l'érosion de ces cultures, de ces conquêtes sociales, et qu'au-delà, ce qui continue à s'appeler social-démocratie est vide, ne propose plus rien. D'ailleurs, la plupart des partis sociaux-démocrates ont accepté les principes du néolibéralisme économique, c'est-à-dire ils n'ont pas pu créer une pensée nouvelle. Et je pense que la décomposition des partis sociaux-démocrates, qui elle-même, Eva Duper malheureusement avec aussi la décomposition des partis communistes, et tout ceci, ce sont des choses qui nous montrent qu'il faut trouver des nouvelles formules, et peut-être des formules qui ne soient pas celles de partis classiques. Parce que le parti politique, c'est une chose qui s'est vraiment formée à la fin du XIXe siècle. C'est pas quelque chose. La révolution, c'est pas sans parti politique. Évidemment, il y avait les clubs, il y avait les jacobins, les cordeliers. Donc, si vous voulez, la politique aujourd'hui doit renaître par des formes plus souples. Alors là, vous avez la forme protoplasmique, inorganique des gilets jaunes, et vous avez la forme rigidifiée des partis bureaucratisés. Et à mon avis, il faut trouver des formes d'organisation nouvelles. Moi, je suis frappé
de voir qu'en France, et pas seulement en France, il y a un bouillonnement de forces créatrices locales qui se manifestent par des initiatives solidaires, par l'économie sociale et solidaire, l'écologie, beaucoup d'entreprises animées par un esprit de solidarité, beaucoup d'associations qui se font, mais qui n'arrivent pas à arriver à un stade de la pensée politique. Donc, à mon avis, le vrai problème, c'est reconstruire une pensée politique pour qu'il y ait un avenir. Mais si on oublie ce préliminaire, on fait du raccommodage, du rapiéçage, on essaie de mettre des débris ensemble et de le recoller, ce qui, à mon avis, n'a pas de sens. Voilà. Merci. Alors, il n'y a plus de questions? Oui, Antoine? Ma question, elle est très très simple. C'est, face à la mondialisation, toute création au niveau d'un pays est difficile et laborieuse, parce que nous, en France, par exemple, on est très petit face à tout ce qui se passe dans le monde. Comment faire pour avoir une cohésion mondiale sur des idées? Écoutez, c'est ça le problème qui me tourmente depuis pas mal d'années. Moi, j'ai fait un livre paru en 1991 qui s'appelle Terre-Patrie, oui, qui, à mon avis, est d'une actualité de plus en plus grande. Et mon idée, d'ailleurs, je l'ai esquissé tout à l'heure, mon idée, c'est que, étant donné que nous vivons un destin commun, tous les hommes de la planète, nous devons avoir à ce moment-là une conscience commune d'humanité, de fraternité humaine. Et d'ailleurs, cette fraternité humaine était déjà en germe dans les idées humanistes. On peut dire que dans les idées fraternalistes de l'international, c'était des idées, disons, qui étaient déjà, faisaient partie de notre culture. On peut dire que même, on citait souvent cette phrase de Terence, « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Montaigne, Montesquieu, Rousseau, tout ça, notre culture, n'est-ce pas, est une culture... Bon. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que nous sommes tous pareils, tout en étant différents, parce que c'est très important de comprendre que l'unité humaine a pour trésor la diversité humaine et vice-versa. L'important est de savoir que nous devons aujourd'hui, que la Terre, sans supprimer nos patries, est devenue notre patrie et même notre matrice, puisque nous sommes des enfants de la Terre et nous enfants des enfants nés d'une évolution biologique. Nous avons ce trait en commun et nous avons le problème d'un avenir dans lequel nous sommes lancés. Donc, si vous voulez, tout est là pour renforcer notre communauté. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie d'une aventure où chacun est un petit moment, une petite parcelle, et nous devons prendre conscience de ceci. Donc, tout nous pousserait à avoir cette conscience d'humanité, sans laquelle il ne peut pas y avoir un minimum d'entente, de cohésion, de paix, etc. Mais en même temps, la crise que provoque la mondialisation, c'est-à-dire la crise des angoisses, des peurs, le fait qu'en même temps, nous avons perdu l'illusion que le progrès était une loi automatique de l'histoire, l'incertitude du futur, tout ceci fait que ça conduit au recroquevillement. Déjà, nous l'avons vu pendant la crise, enfin nous, génération, des années 29 à 30 et quelques, où cette crise économique mondiale a provoqué des nationalismes exaspérés et fermés, et finalement le pire de tous, l'hitlérien. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prêcher dans le désert, à un moment donné, peut-être que, regardez, tous les grands messages historiques, prenez le dernier, celui de Karl Marx,
c'était absolument inconnu de la plupart des intellectuels et des universitaires de l'époque et des politiques de l'époque. Bon, après sa mort, s'est créé un premier parti, le Parti social-démocrate allemand, et d'autres partis sont nés. Il a fallu 20, 30 ans, mais de son vivant, on ne voyait pas l'avenir. Prenez le christianisme, il a fallu 3 siècles pour que cette petite secte devienne. Tous les messages un peu nouveaux, ils doivent se développer, et s'ils réussissent à créer leur premier réseau, ils commencent à devenir une force historique. Aujourd'hui, disons, c'est dommage parce que dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, après les désastres de cette guerre, les horreurs de cette guerre, les idées internationalistes étaient devenues très fortes, l'idée de solidarité de tous les peuples, de tous les travailleurs. Et ces idées maintenant se sont décomposées alors qu'elles auraient dû renaître sous une forme beaucoup plus riche, sous l'idée que nous sommes tous citoyens de la terre patrie. Voilà. Et là-haut, tu as quelqu'un. Merci, monsieur, d'avoir cité Héraclite dans notre recherche d'une parfaite harmonie. Ça n'est pas évident. Mais ma question est plus prosaïque, j'allais dire, que depuis toujours, des peintures rupestres jusqu'à nos émotions, quand on détruit des temples dans quelques sociétés ou quelques territoires, j'aimerais vous poser la question de la place de la création artistique dans notre devenir, dans cette recherche de l'harmonie. Le sentiment de beauté, d'émerveillement, d'admiration, ce sentiment esthétique est quelque chose qui fait partie de la sensibilité humaine et que nous pouvons le ressentir aussi bien devant les montagnes, la mer, un vol d'oiseau, un visage féminin, enfin, je veux dire que le sentiment. Et, bien entendu, les œuvres d'art et les grandes œuvres d'art nous enrichissent énormément par la qualité de vie qu'ils nous donnent. Parce que, là aussi, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'aspect poétique de la vie humaine, l'esthétique, d'aller à l'opéra, la musique qu'on aime, la littérature, la poésie, ce sont des choses qui sont des choses très importantes pour l'humanité. Ce ne sont pas des luxes, ce ne sont pas des choses que si malheureusement c'est une part restreinte de la population qui peut en jouir, mais tout le monde pourrait en jouir et devrait pouvoir en jouir. Donc, si vous voulez, je pense que le rôle des écrivains, poètes, musiciens, peintres, sculpteurs, etc., est d'alimenter pour nous ce sentiment qui du reste est une sorte d'état second, de transe douce, d'émerveillement. De même que dans l'émerveillement amoureux, vous êtes dans un état second d'admiration, d'émoi. L'œuvre que vous aimez vous met dans cet état second qui est l'état merveilleux, qui est un des états les plus beaux de la vie humaine. C'est l'intensité du vécu poétique. Pour moi, par exemple, le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, l'opéra de Moussorgsky, Boris Godunov, le quintet de Schubert, me mettent dans un état voisin de la transe. Et ce sont des états que nous aimons, de même que quand nous sommes amoureux, nous sommes dans cet état second. Et l'état esthétique, le sentiment esthétique lui-même est très parent de ce sentiment amoureux
ou de tout sentiment qui nous met en communion, en communication avec quelque chose qui souvent est très mystérieux, que l'on ne peut pas nommer. Donc je pense que c'est une part importante de l'existence humaine et que pouvoir aider autrui, parce que tout être a un sentiment esthétique, mais il peut le ressentir devant la nature, devant les vacances, mais lui donner la possibilité de pouvoir jouir des grandes œuvres de l'art, de la littérature, de la poésie, de la musique, c'est quelque chose qui serait très 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 important, et à mon avis c'est une des tâches de l'éducation. On va arrêter. Oui. Bien. Écoutez, voilà. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Je crois qu'on peut à nouveau applaudir notre cher Edgar Morin.